À travers le monde et au Sénégal. Au moment de prendre la parole, mes pensées affectueuses vont à nos jeunes compatriotes bloqués dans des pays de transit, Libye, Algérie, Maroc et autres, dans l'attente d'un improbable voyage vers l'Europe, au prix de tragédies innommables. Je voudrais particulièrement saluer un militant de la démocratie qui a pris une balle à la cuisse au cours des événements de 23 juin 2011 et qui se trouve actuellement piégé en Algérie après une odyssée périleuse à travers l'Afrique qui l'a conduit d'abord en Guinée équatoriale puis remonté jusqu'en Algérie où il a été pris en otage. Je veux parler d'Ibrahima Dieng dont la maman se trouve certainement dans la salle. Chers amis, chaque peuple glorifie un ensemble de valeurs qui constituent la quintessence de l'idée qu'il se fait de lui-même et de la place qu'il cherche à occuper dans le monde. Nous sommes ici aujourd'hui au nom de l'idée que nous nous faisons de notre pays, le Sénégal, et de l'irrépressible désir de progrès, de justice et de développement qui nous étreint. Ces valeurs, des générations de Sénégalais ont consacré leur vie à leur triomphe. Leurs luttes ont eu des répercussions au-delà de nos frontières et inspiré des peuples en Afrique et ailleurs. Tout récemment, le mouvement du 23 juin, qui a fait échec à la tentative de conservation et de dévolution du pouvoir contraire à l'esprit de la démocratie, a fait des émules en Afrique. Nous sommes fiers du rôle joué par la société civile sénégalaise dans le continent. Le peuple sénégalais a montré son indéfectible attachement aux valeurs les plus élevées. En attestent les alternances pacifiques des régimes réalisés. En attestent également les assises nationales qui ont réuni dans un puissant mouvement créateur l'essentiel des forces vives de notre pays, organisations politiques, syndicales, patronales, personnalités dites indépendantes. En atteste aussi la saga engagée à partir de juin 2011, qui a abouti à la deuxième alternance démocratique, porteuse d'espoir de renouveau et d'ancrage définitif des valeurs portées par les assises. Dans un tel contexte, la défaite morale de la coalition au pouvoir depuis 2012 est sans appel. En effet, cette coalition, qui regroupe l'ensemble des forces politiques ayant inspiré et ou participé aux assises nationales, avait l'obligation impérieuse de fidélité aux luttes populaires ayant permis son arrivée au pouvoir. Dès lors, sa défaite n'est pas seulement d'avoir relégué aux oubliettes de l'histoire les propositions les plus pertinentes des assises, mais surtout de s'être rendu complice par action et par inaction d'une des plus grandes forfaitures de notre histoire survenue à l'occasion des récentes élections législatives. Le constat en a été si éloquemment dressé ailleurs pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. Cependant, l'enseignement majeur de cette alternance, c'est combien les pourfendeurs du régime de Wade ont confortablement porté ses habits et se sont mis à leur aise dans les institutions qu'il avait promis de remodeler. Le Conseil constitutionnel a raté ses rendez-vous avec l'histoire pour avoir regardé ailleurs lorsque des milliers de citoyens, de Touba ou d'ailleurs, ont délibérément été privés de leur droit de vote. Pour avoir choisi de fermer les yeux sur les manquements flagrants, manifestes et nombreux, relevés par tous les citoyens durant les élections législatives, le Conseil constitutionnel en particulier et la justice en général ont renforcé la défiance populaire à leur endroit. À cet égard, il est symptomatique du recul de notre démocratie
incontestable d'ailleurs comme recul, que c'est vers le Kenya que les Sénégalais, naguère réputés en Afrique, se tournent désormais pour des exemples de justice constitutionnelle. La Commission électorale nationale autonome a été évanescente. Par exemple, lorsque des milliers de cartes se sont retrouvées par devers des particuliers, dans des taxis, dans la rue. Évanescente aussi lorsque des centaines de milliers d'électeurs n'ont pas pu disposer de leurs documents de vote, qu'elle en a perdu toute crédibilité. La Sénat s'est, pour ainsi dire, suicidée sous les yeux de l'opinion. Quant à l'Assemblée nationale, nul ne se serait aperçu de son inexistence si elle venait à être rayée de la liste des institutions de la République. Cependant, le plus révélateur de l'affaissement des valeurs les plus élémentaires qui fondent une République et en assure la cohésion et la vigueur, c'est l'utilisation massive, ouverte, agressive de l'argent aux fins de fausser le jeu démocratique. Nul dans ce pays ne peut prétendre n'en avoir une connaissance directe ou indirecte. Pourtant, le même président de la République qui a envoyé nos forces armées défendre la démocratie en Gambie est celui-là qui a fait organiser les élections les plus calamiteuses de ces 20 dernières années. Mes chers compatriotes, chers camarades, je vous le redis, la défaite morale de la coalition au pouvoir est massive et totale. Son échec au plan économique est tout aussi flagrant. Notre économie manifeste tous les symptômes d'une société malade. Les entreprises formelles font faillite en cascade, jetant dans la rue ou dans la précarité de l'informel des milliers de pères et mères de famille désespérés. Or, être dans l'informel, être ouvrier, menuisier, mécanicien, maçon, coiffeuse, vendeuse au Sénégal, c'est vivre dans la hantise permanente d'une vie dure et difficile. Le chômage des jeunes atteint des proportions telles qu'il menace la cohésion sociale. Il est symptomatique que le chômage des jeunes diplômés soit au moins 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Dans une quasi-indifférence, nombre d'entre eux meurent dans le désert nigérien, dans les déserts nigériens, libyens ou algériens. Sinon, ils sont otages de milices qui leur font subir toutes les affres imaginables ou se noient en mer. Le fait que notre État ne tienne aucune statistique de ces drames à huis clos est révélateur de l'indifférence des pouvoirs publics devant cette tragédie sans nom. Ceci expliquant sans doute cela, la classe politique occupe le peloton de tête des grosses fortunes et relègue au second plan les hommes d'affaires qui, pourtant, sont les seuls à prendre des risques d'investir des sommes d'argent souvent colossales, acquises au terme de longues années de sacrifices ou d'un entraînement contraignant. Malgré tout, seuls les secteurs de rente, le saccage de la bande de Filao de Guédiawaye à Kayar, le partage entre copains des terres de nos communes et dans quelques mois, la razzia annoncée des terres de l'aéroport de Dakar. Le déclin de l'économie nationale et le délitement des mœurs de l'élite politique sont plus liés qu'il n'y paraît à première vue. Des leviers économiques indispensables à la bonne marche de notre société sont confiés à des mains inexpertes pour servir une clientèle politique insatiable, mais aussi se donner les moyens de s'enrichir sans cause. Comment ne pas penser à ce stade à la Société nationale La Poste, dont la gestion défie toute rationalité. En effet, il est de notoriété publique que cette société nationale a une masse salariale supérieure à ses produits d'exploitation. Une masse salariale 1,5 fois supérieure à ses produits d'exploitation. Le miracle de sa survie ne s'expliquant que par les ressources sans fin mises à sa disposition par le Trésor public. La Poste est maintenue dans un coma végétatif pour des raisons politiciennes. Ce cas d'école d'une irrationalité débridée
et assumé est illustratif de la mentalité de flibustier qui gangrène notre économie. Comment aussi ne pas s'indigner du mépris affiché vis-à-vis de la compétence nationale, derrière lequel s'abrite le pouvoir exécutif, pour confier à des intérêts étrangers l'exploitation de notre nouvel aéroport international, de pans entiers de notre port, de la nouvelle compagnie aérienne, du futur train express régional, des terres arables de Dodel au Fouta, et j'en passe, dans des conditions qui souvent défient nos propres lois. À ce propos, les derniers épisodes en cours que constituent les affaires Yavuz Selim et Sénégal Handling Service illustrent la honteuse soumission de notre pays à des puissances extérieures. Jamais, en effet, de manière aussi flagrante, notre économie et notre diplomatie ne semblent aussi peu se décider à partir de Dakar. Dans de telles circonstances, est-il étonnant que le Sénégal rate le train de l'économie numérique ou n'engage les initiatives novatrices à même de créer les conditions de l'émergence? Chers compatriotes, chers amis, les peuples, dit-on, n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. S'ils sont majoritairement vertueux, intègres, patriotes, disciplinés, ils seront suffisamment lucides et exigeants pour confier le pouvoir politique à des hommes et des femmes qui ont chevillé au corps la vertu civique, l'intégrité morale, le patriotisme national, le sens de l'intérêt général, la foi en la jeunesse et la discipline. A contrario, s'ils sont vicieux, corrompus et font peu cas de l'éthique, de la morale et du sens de l'honneur et de la responsabilité, les institutions politiques seront entre les mains d'une engeance de démagogues cupides, dont le faible sens de l'État, aggravé par l'inclination pathologique à la transgression des lois, n'aura de cesse de fragiliser ces institutions au point de les rendre inefficaces, inefficientes et donc légitimes à terme. Cette vision peut sembler manichéenne. Néanmoins, elle a le mérite de nous interpeller sur la place et le rôle que nous nous assignons en tant que peuple. Elle interpelle d'autant plus que, comme nous venons de le voir, la politique est perçue par beaucoup comme le sésame pour accéder à la caserne de Ali Baba. Or, dans ce pays où la vie est dure, où assurer la dépense quotidienne relève d'un défi de tous les instants, l'indécente distribution de l'argent aux fins de s'assurer une clientèle politique finit par corrompre les convictions et installer un doute sur la sincérité de chaque engagement. L'argent roi a fini par corrompre notre démocratie, en ce que bien des électeurs monnaient leur voix, leur vote à ceux-là même qui les ont affamés. Des responsables politiques de premier ordre assument toute honte bue les reniements les plus osés, particulièrement à la veille de scrutin, lorsque la bourse des contre-valeurs atteint de tristes records. Nombre de personnes attachées à la vertu en déduisent qu'il est malsain de se mettre en politique, car on n'en sort jamais indemne. Jeunes de notre pays, femmes et hommes de ce pays qui a toujours placé l'honneur et la dignité comme la mesure ultime de notre humanité. Si vous croyez que vos valeurs sont plus fortes que l'argent, si vous croyez que votre foi en votre pays n'est pas une marchandise, alors mettez-vous en mouvement pour relever le Sénégal. Si vous croyez que notre pays n'a pas d'ordre de recevoir de Ankara ou d'ailleurs, alors en mouvement. Si vous croyez que l'histoire de l'humanité, et en particulier que l'histoire du Sénégal n'est pas finie, et que nous avons, comme disait Césaire, notre mot à dire, et que les peuples d'Afrique ont leur destin à accomplir, alors en mouvement. À vous, compatriotes, qui sentez vibrer en vous le sens du patriotisme, vous qui vouez un culte à la République et aux institutions démocratiques, cette adresse vous est destinée, afin qu'ensemble, nous restituions à la politique ses lettres de noblesse, le sens d'un engagement désintéressé au service de notre nation. Quand il m'a fallu rendre le tablier pour sauvegarder mes valeurs, ce fut une décision irréversible qui a été bien comprise, saluée par de nombreux compatriotes.
Je tiens cependant à préciser qu'il s'agissait moins à chercher à capitaliser sur l'exaltation d'un acte que de susciter des interrogations pertinentes sur la responsabilité historique des gouvernants à préserver en toutes circonstances l'intérêt supérieur de la patrie. À l'image du sacerdoce de la magistrature et du sacerdoce du professorat, je vois dans la fonction politique, ni plus ni moins qu'un sacerdoce, une fonction qui revêt un caractère quasi religieux par la vertu et le dévouement qu'elle exige. Il s'agit aujourd'hui de proposer un pacte politique national qui aurait les allures d'un mouvement de reconquête de la démocratie et de la souveraineté nationale, avec comme leitmotiv le bannissement de toutes les turpitudes et contre-valeurs qui pervertissent la bonne gouvernance. Il est devenu urgent de refonder ce pacte politique pour la matérialisation duquel la grande majorité d'entre nous s'était fait une religion sur la nécessité d'un nouvel ordre à l'avènement duquel ils avaient voté à plus de 65% en 2012. Le Sénégal est confronté à d'immenses défis. Il s'agit de les affronter sans faire la moindre concession au laxisme, à la médiocrité, à la complaisance, au renoncement qui guettent la plupart des acteurs politiques. Il ne s'agit pas seulement de fustiger le dévoiement de la trajectoire consensuelle dessinée en 2012 et de stigmatiser les reniements massifs de mains zélateurs, de mains patriotes zélés et ex-architectes chevronnés de la République. Il faudrait opérer des ruptures fortes, que nous restaurions l'autorité de l'État. On l'a vu avec l'affaire Yavuz Selim. Cela requiert que nous érigions la discipline au rang de credo et de valeur absolue qui s'impose aussi bien aux gouvernants qu'aux gouvernés. Ce sont là des enjeux cruciaux d'une économie politique qu'il urge de réinventer pour ne pas rater le train du XXIe siècle. Cette adresse est donc une invite à rejoindre massivement l'appel lucide de compatriotes déçus par une manière de faire la politique égotique et mercenaire. Des patriotes déçus, mais dont l'optimisme et l'engagement sont loin d'être définitivement entamés. Car c'est sous-estimer notre intelligence collective que de croire qu'il n'y a point d'autre façon de faire, plus conforme à la morale, à l'éthique et à la responsabilité devant les lois sacrées de la République. Pour ma part, je crois fermement que le sacerdoce et l'engagement ne sont pas incompatibles, et l'abnégation plutôt ne sont pas incompatibles avec l'engagement politique sincère. Les 5 points suivants vont articuler notre vision qui sera développée, approfondie et complexifiée dans les mois à venir. Premièrement, contre les logiques d'extraversion qui limitent notre souveraineté, il faut s'élever collectivement pour être les acteurs conscients de notre histoire. Contre la gouvernance du court terme et le pilotage à vue d'inspiration électoraliste, comme on le relève avec le projet de budget 2018, il faut définir des projets de société empreints d'une efficace lucidité pour sortir de l'hernière. Troisièmement, renouer avec les valeurs morales et éthiques qui caractérisent les grands hommes et les grandes femmes qui ont écrit les plus belles pages de notre histoire religieuse, politique et intellectuelle. Quatrièmement, exorciser le spectre d'une forme rédhibitoire de la politique, de la prédation qui vampirise l'État et entretient la corruption des pratiques clientélistes. Cinquièmement, réinventer notre propre utopie et les institutions politiques, économiques, sociales qui pourront les porter et la réaliser. Démocratie, république, entreprise, éthique, citoyenneté, responsabilité. Il est rassurant sous ce rapport que des projets pratiquement aboutis sont disponibles à travers les travaux des Assises nationales, de la Commission de réforme des institutions, etc. La République des valeurs se veut héritière de ce besoin profond et irréductible de progrès qui a toujours traversé la société sénégalaise. Pour terminer, jeunes de notre pays, femmes de notre pays, hommes de notre pays, comme vous, je note qu'en temps de paix,
qu'en période de croissance économique chantée, sans qu'aucune guerre ni catastrophe naturelle ne les y pousse, des femmes enceintes, des hommes valides de notre pays embarquent dans des rafios pourris pour la vie ou la mort, pour Barça ou Barsakh. Comme vous, j'observe la longue, l'infinie marche des vendeurs ambulants, portant sur leurs épaules leur famille et leur quête d'avenir. Et je vois les femmes lever depuis afin de glaner avant la mi-journée la pitance des enfants à leur retour d'école. Notre peuple, qui cultive une terre ingrate sous un soleil de plomb, ne connaît pas la paresse, ni le renoncement, ni la résignation. Il nous manque simplement, il nous manque surtout un leadership vertueux et inspiré qui canalise tous ces mouvements vitaux vers le progrès. La République des valeurs veut participer à combler cet immense vide.